Yonani, Okamataba Congolais en otage. Ma réaction aux mensonges et menaces que Moïse Nyarugabo a proférés au peuple congolais. Le peuple congolais a encore frais dans la mémoire la brillante intervention de notre compatriote Muhindo Nzangi, député national du Sud Kivu, qui a démoli point par point au perchoir du Parlement le chapelet de mensonges éhontés qu'Azarias Ruberwa a débité dans sa réponse aux questions des parlementaires au sujet du brillant dossier de Minembwe. Devant la déconfiture de son concitoyen Azarias Ruberwa, qui est devenu le porte-étendard de Banyarwanda, Moïse Nyarugabo a cru bon et nécessaire de voler à son secours. Et pour ce faire, il a recouru à Ubengwe, cette culture de mensonge chère aux hégémonistes Tutsi rwandais. Et dans son élan, devant le journaliste qui l'interviewait, Moïse Nyarugabo a surtout brillé par une arrogance stupéfiante qui l'a amené jusqu'à menacer publiquement le peuple congolais de mourir comme des idiots, s'il n'arrêtait pas de s'en prendre au prétendu Banyamulenge. Son body language trahissait par ailleurs une colère à peine contenue lorsqu'il proférait ses menaces de mort et prophétisait la noyade à tous les leaders congolais populistes qui continueront à défendre l'intégrité du territoire congolais. C'est pour cela que je voudrais rappeler à Moïse Nyarugabo et à tous ses confrères Tutsi rwandais qui sont engagés dans cette mission périlleuse de la balkanisation du Congo, je voudrais leur rappeler cet adage africain qui dit « N'insultez pas le crocodile lorsque vos pieds sont encore dans l'eau ». Et je les invite à méditer sérieusement cet avertissement de Dieu qui nous prédit dans le livre des Proverbes au chapitre 16 verset 18 et qui dit, je le cite, « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute ». Je voudrais relever les faussetés et les mensonges de Moïse Nyarugabo. Comme tous les hégémonistes tutsi rwandais, Moïse Nyarugabo excelle dans la pratique du mensonge. Grâce à cette pratique d'ailleurs, les hégémonistes tutsi qui avaient planifié et provoqué en 1994 le génocide de leurs propres frères tutsi vivant au Rwanda, ainsi que celui des Hutus, avait merveilleusement réussi à faire porter toute la responsabilité de ce crime de guerre et crime contre l'humanité aux seuls membres de l'ethnie Hutu. C'est pourquoi, fort de cette réussite, les hégémonistes tutsi rwandais et leurs concitoyens Banyarwanda du Congo sont en train de tenter d'appliquer la même stratégie du mensonge en voulant se faire passer pour des victimes et présenter les Congolais qu'ils ont tués par millions comme étant leurs bourreaux. Voilà pourquoi j'ai décidé de réagir vigoureusement contre cette action entreprise par des menteurs professionnels
qui veulent travestir la vérité et tromper l'opinion internationale comme ils l'ont fait chez eux au Rwanda. Je voudrais relever surtout quelques faussetés. Première fausseté de Nyarugabo, le pillage des archives de la présidence de la République et leur transfert à Kigali. Je voudrais que M. Nyarugabo, qui ne cesse de clamer qu'il est congolais d'origine, nous explique alors pourquoi, au mois d'août 1997, quelques mois après l'entrée des troupes rwandaises de l'AFDL à Kinshasa, il a participé personnellement au pillage des archives hautement stratégiques de l'État congolais à la présidence de la République, archives qu'il a transférées à Kigali sur instruction de Paul Kagame, de James Kabarebe et de Joseph Kabila. Je lui rappelle quelques détails pour rafraîchir sa mémoire. Après le départ précipité du maréchal Mobutu de Mongaliema, les bâtiments de la présidence et de l'état-major de phase avaient été systématiquement pillés, sauf le bureau des ordonnances dans lequel les fonctionnaires congolais de la présidence de la République, craignant les commandants de l'armée de l'occupation rwandaise, craignant qu'ils découvrent ces archives, l'avaient transformé en direction du personnel civil et ils y avaient rassemblé les autres archives stratégiques qui contenaient les grands secrets d'État, dont notamment les ordonnances et matériels y afférents, les plans d'état-major, donc de la défense du territoire congolais, les plans d'ouvrages d'art de Kinshasa et de principales villes de la République démocratique du Congo, le contenu du musée, c'est-à-dire de toutes les photos officielles de la République et les gammes des fréquences de l'armée, l'âme même de notre armée. Connaissant l'importance de ces documents et pour protéger ce trésor national, les fonctionnaires congolais avaient proposé à Maître Masuku, conseiller spécial chargé de la sécurité à la présidence de la République à l'époque, de transférer discrètement ces archives dans les locaux du journal officiel situé au rez-de-chaussée de l'immeuble Minibal dans la commune de la Gombe. Masuku a eu peur des Rwandais et s'est débiné. Et c'est le commandant Émile Kanyengele qui a recouru à Moïse Nyarugabo, croyant probablement qu'il était congolais, pour lui demander de se charger de cette opération de transfert en sa qualité de secrétaire général à la présidence de la République. Mais je signale qu'en ce moment-là, Moïse Nyarugabo travaillait au sein de la primature dans l'ancien bureau du directeur du cabinet adjoint où il élaborait le cadre juridique nécessaire à la création de l'Office des biens mal acquis, OBEMA, dont il deviendra le directeur général adjoint et puis directeur général. C'est ainsi que Nyarugabo demanda qu'on lui donne un peu de temps pour s'occuper du transfert de ses archives. Mais en réalité, il attendait plutôt les directives de sa hiérarchie militaire rwandaise qu'il avait informé de cette opération des fonctionnaires congolais. C'est ainsi qu'un matin du mois d'août 1997, avant l'arrivée du personnel civil congolais au bureau de la présidence, Maître Nyarugabo s'est pointé au Mongaliema à bord d'une grosse voiture de marque Hyundai, l'une des voitures officielles qu'avaient utilisées les ministres du dernier cabinet de Kengo, suivi d'un gros véhicule bâché de marque Toyota. Et au rez-de-chaussée de l'immeuble, Nyarugabo a réquisitionné le personnel du génie militaire qu'il a conduit devant le bureau des ordonnances. Il leur a donné l'ordre de casser la serrure et de vider le local de tout son contenu qui fut chargé dans le grand camion bâché. Mais
Au lieu de prendre la direction de l'immeuble Minibal à Gombe, où se trouve le journal officiel, lieu où les documents devaient logiquement être transférés et cachés, les deux véhicules ont pris plutôt la direction de l'aéroport international de Njiri, où les attendait un avion militaire C-130 qui a tout emporté à Kigali, au Rwanda, sur instruction personnelle du président Kagame. Nous disposons de tous les détails du déroulement de ces opérations. Et certains fonctionnaires congolais, témoins oculaires de cet événement malheureux, sont disposés à apporter leur témoignage le moment venu, pour confondre tous ces criminels rwandais qui devront tôt ou tard nous restituer notre patrimoine national. Alors, devant un tel forfait, Moïse Nyarugabo peut-il vraiment regarder les Congolais dans les yeux et leur dire qu'il est lui aussi Congolais d'origine au même titre que ceux d'autres ethnies du Congo? Je relève une deuxième fausseté. L'abandon de son poste de DG de l'Obema et sa fuite au Rwanda pour prouver qu'il était d'origine congolaise. Nyarugabo, dans son interview, s'est targué d'avoir été, durant la guerre d'invasion, le DIRCAB ou le parsec de Laurent Désiré Kabila. Lui-même ne le sait pas exactement. Mais Nyarugabo peut-il nous expliquer et expliquer à tous les Congolais pourquoi il a fui un certain 28 juillet 1998 à 11 h, abandonnant son poste de directeur général de l'office de biens mal acquis Obema pour se réfugier au Rwanda, et lui, dont les ancêtres Tutsi auraient habité au Congo avant la création de l'État indépendant du Congo en 1885. Pourquoi a-t-il abandonné son poste de DG de l'Obema pour fuir avec les militaires et civils rwandais à Kigali, au lieu de rester aux côtés du président Laurent Désiré Kabila pour défendre sa terre de Mulenge et de Minembwe? Pourquoi? Troisième fausseté, son mensonge sur la dissolution de la milice rwandaise Ngumino et son intégration dans les FARDC. Le peuple congolais se rappellera que le 30 octobre 2019, répondant à la question du journaliste Simplice Kalunga de la presse Nouvelle Donne, Moïse Nyarugabo avait déclaré la main sur le cœur que tous les miliciens du groupe armé rwandais dénommé Ngumino avaient tous, sans exception, intégré l'armée régulière de FARDC. Les éléments existent. Il avait même précisé que le colonel Bissongo, chef de cette milice Ngumino, avait été affecté à Maluku et que ses deux adjoints, les colonels Willy, non autrement identifiés, et Michel Rukindo Makanika, avaient été affectés respectivement à Beni et à Walikale. Nyarugabo avait juré publiquement qu'il n'y avait plus un seul militaire Monyamulenge, membre de Ngumino, dans Minembwe, car tout le régiment était parti du haut plateau. Dès lors, Moïse Nyarugabo peut-il expliquer au peuple congolais comment le fameux colonel Michel Rukindo Makanika, qui est censé être commandant second dans les FARDC en charge des opérations à Walikale, se trouve aujourd'hui à la tête des milices rwandaises Ngumino qui se battent contre les FARDC et les résistants Maïmaï à Fizi dans le sud Kivu. Peut-il nous dire qui a donc fourni au colonel Makanika les hommes, les armes, les munitions avec lesquelles il a reconstitué aujourd'hui Ngumino, si tant est que Ngumino avait été réellement dissoute, comme Nyarugabo l'avait prétendu en 2019. Je signale, en passant, que le 22 octobre dernier, les médias français RFI, dans ses commentaires, a déclaré que le colonel Makanika était devenu la bête noire
des FARDC et des groupes Maïmaï à Minembwe. Et Moïse Nyarugabo peut-il nous dire combien de victimes Banyamulenge a-t-on compté parmi les 200 personnes qui ont été massacrées à Kipupu sous le commandement du fameux colonel Makanika la nuit du 16 au 17 juillet de cette année 2020. Et enfin, qui sont finalement les assassins et qui sont les victimes dans cette guerre de basse intensité qu'on a imposée au peuple congolais depuis 1996. J'aimerais ensuite relever quelques inepties de Moïse Nyarugabo dans son dernière interview. Nyarugabo s'est d'abord plaint que durant 30 jours, on a parlé de Minembwe plus que du coronavirus. Mais Nyarugabo devrait savoir que si les Congolais parlent plus de Minembwe que du coronavirus, mais ils ont raison. Parce que la crise de Minembwe cache une menace de loin supérieure à celle du coronavirus pour les Congolais. En effet, le coronavirus menace certainement de tuer peut-être des centaines de milliers de Congolais pour un certain temps avant d'être maîtrisé. Mais Minembwe cache un vaste complot qui vise l'extermination du peuple congolais. Il a comme objectif de nous arracher définitivement nos terres et de faire disparaître ad vitam aeternam le territoire congolais et son peuple de la carte du monde. Les deux menaces ne sont pas du tout comparables. Mais je comprends l'inquiétude des Rwandais. Ils auraient voulu que les Congolais restassent toujours dans l'ignorance et l'indifférence de leurs projets. Mais malheureusement pour eux, Minembwe a réveillé les Congolais qui ont maintenant pris conscience du vrai danger. Parce qu'ils viennent enfin d'identifier leurs véritables ennemis. Nyarugabo a ensuite accusé le député congolais Muhindo de ne pas connaître la région des hauts plateaux. Heureusement pour Nyarugabo que le ridicule ne tue pas. Car si les propos du député Muhindo Nzangi n'avaient aucune pertinence, comment alors Nyarugabo explique-t-il la hargne que l'adresse de Muhindo a provoquée dans tous les milieux tutsi rwandais à travers le monde? Après son exposé, le député Muhindo a reçu en effet des menaces venant des communautés tutsi rwandaises de Kampala, de Londres, Ottawa, Montréal, Bruxelles, Washington, New York et j'en passe. Comment expliquer que même Paul Kagame soit sorti de son flegme légendaire pour donner personnellement des consignes pour l'assassinat du député Muhindo, exactement comme il avait fait pour le député Vangu Mambwene en juillet 2007, pour des mêmes raisons. Mais sachez que les Congolais de 2020 ne sont plus ceux de 2007. Nyarugabo a lancé un avertissement au peuple congolais. Il a dit « Ou nous allons vivre ensemble comme des frères, ou nous allons mourir ensemble comme des idiots. » Je me dois d'abord de relever que Nyarugabo a fait un plagiat malheureux des propos célèbres et nobles tenus par Martin Luther King qui avait dit ceci, je le cite, « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous mourrons ensemble, tous ensemble comme des idiots. » La probité intellectuelle exige que quand vous citez ou vous paragraphez quelqu'un, il faut le citer nommément. Je remarque ensuite qu'en paraphrasant Martin Luther King, Moïse Nyarugabo a déplacé ses propos et les a sortis du contexte initial qui était très noble. Car Martin Luther King défendait la cause des Noirs américains victimes du racisme systémique aux États-Unis dans les années 1960, tandis que Nyarugabo défend ici le lobby hégémoniste tutsi rwandais qui a tué plusieurs millions de Congolais
violé des millions de femmes congolaises, chassé plus de 2 millions de Congolais de leurs terres, et bien plus, ces assaillants cherchent à s'acharner, à s'accaparer des terres congolaises par la violence et la fraude. Il s'agit donc ici, de la part de Moïse Nyarugabo, d'une pure désacralisation des nobles propos de Martin Luther King qu'il a malicieusement travesti. Par ailleurs, Nyarugabo doit savoir que si nous devons apprendre à vivre ensemble en République démocratique du Congo avec les Banyarwanda, ce sont eux, les réfugiés que nous avons accueillis chez nous, qui doivent apprendre à s'adapter à nos coutumes. C'est eux qui doivent apprendre à respecter nos lois et nos biens, en commençant par le bien le plus sacré, la terre. Ils ne doivent pas se mettre à débaptiser nos rivières, nos forêts et nos collines. Ils ne doivent surtout pas chercher à s'attribuer frauduleusement la nationalité congolaise en falsifiant notre histoire. Et je souhaite vivement que Moïse Nyarugabo et tous ses frères rwandais sachent que si aujourd'hui les Congolais sont prêts à défendre la terre de leurs ancêtres au prix du sacrifice suprême, cela ne signifie nullement qu'ils vont laisser 12 millions de Rwandais exterminer 90 millions de Congolais comme des moutons. Non, nous ne mourrons donc pas tous comme des idiots. Tenez-vous-le pour dire. Nyarugabo a menacé les Congolais en ces termes. Je le cite. Ceux qui veulent gagner un peu de popularité sur la cendre d'un peuple, la cendre des Banyamulenge, dans les temps de leur sang, ils vont s'y noyer. Fin de citation. Dans un pays souverain, cette menace sauvage de mort, arrogante et provocante faite par un Nyarugabo conquérant, qui contenait d'ailleurs difficilement sa colère et sa haine vis-à-vis des Congolais, cette menace, disais-je, aurait dû conduire sous d'autres cieux à une mise en accusation de l'intéressé. Mais nous comprenons que si Nyarugabo se permet de se comporter ainsi, c'est parce qu'il sait qu'il est dans un pays encore sous occupation rwandaise, mais qu'il sache que cette situation ne saura plus durer très longtemps. Car le peuple congolais qui dormait hier vient de se réveiller, et c'est pourquoi je réitère mon conseil à Nyarugabo et à ses frères Tutsi rwandais, et je leur demande de méditer encore cet adage africain. N'insultez pas le crocodile lorsque vous avez encore vos 2 pieds dans l'eau. Nyarugabo a déclaré, je le cite, « Mais nous n'avons pas de choix. Nous sommes demandeurs, nous voulons la paix et nous la ferons. » Fin de citation. Effectivement, M. Nyarugabo, vous n'avez pas de choix parce que vous êtes demandeur. Mais avant d'être demandeur de paix, vous êtes d'abord demandeur d'hospitalité. Cette hospitalité congolaise légendaire que nos pères vous ont accordée depuis votre arrivée sur nos terres. Vous êtes ensuite demandeur de la nationalité congolaise, que nous vous conseillons de solliciter selon nos lois congolaises. Mais vous ne pouvez pas réclamer nos terres, parce que la terre du Congo n'est pas à vendre. Elle ne se négocie même pas. Et les demandeurs d'hospitalité ne peuvent pas devenir des maîtres et commencer à dicter leur volonté à ceux qui leur ont accordé l'hospitalité. Ça ne se fait pas. Enfin, Moïse Nyarugabo a stigmatisé ce qu'il appelle la peur des Congolais pour le projet de la balkanisation du Congo. Moïse Nyarugabo a tout faux. Le peuple congolais n'a pas peur. Il est plutôt en colère. Il est en colère contre ces réfugiés rwandais que vous êtes, qu'il a accueillis sur son sol hier, mais qui aujourd'hui massacrent, pillent, violent, chassent les Congolais de leurs terres
et s'autoproclament propriétaires de ces terres qu'ils prétendent occuper depuis les temps immémoriaux. Moïse Nyarugabo, le peuple congolais est en colère contre votre projet méphistophélique de créer un Lesotho en pleine République démocratique du Congo. Le peuple congolais est en colère quand il entend des médias mensonges qui vous servent de relais en Europe comme RTBF commencer à parler de l'enclave Tutsi dans le sud Kivu. Alors que le terme enclave ne s'applique qu'à un morceau de terre étranger complètement entouré par un autre pays, comme le Lesotho en Afrique du Sud. Cette sémantique d'enclave, usitée par RTBF, une presse européenne francophone, n'est certes pas une faute de français, mais il s'agit d'une astuce pour inculquer dans l'opinion internationale l'idée d'un Tutsi-land, autrement dit d'un État autonome rwandais au sein du territoire congolais. C'est d'ailleurs cette demande-là que vos compatriotes Tutsi originaires du Rwanda ont clairement formulée au secrétaire général de l'ONU dans leur lettre du 20 juin 1981. Alors, oui, le peuple congolais est en colère parce qu'il vient de constater que les Rwandais voudraient profiter de la présence de Félix Tshisekedi à la tête du pays pour passer à la vitesse supérieure et parachever leur projet de balkanisation de la RDC pendant qu'il est encore là où ils l'ont placé frauduleusement. C'est pourquoi, en guise de conclusion, je voudrais poser 5 questions clés à Moïse Nyarugabo et à tous les autres Banyarwanda. Je voudrais qu'au travers de ces questions clés, qu'ils nous fournissent des documents qui pourraient définitivement mettre fin au débat idiot qu'ils ont provoqué. Première question. Parce que vous répétez à qui veut vous entendre que vous êtes Tutsi du Congo avant même l'arrivée des explorateurs européens et avant la constitution de l'État indépendant du Congo en 1885. Je vous demande alors de nous produire un seul document, parmi les nombreuses archives coloniales belges qui existent, qui ont recensé toutes les ethnies du Congo belge. Je vous demande de produire un document dans lequel on signale clairement la présence d'une ethnie Tutsi ou Hutu sur le territoire congolais. Pour ma part, je vais vous citer 4 documents de référence qui prouvent le contraire. Le premier document, c'est la toute première carte de l'ethnographie du Congo belge qui a été élaborée en 1910 par le révérend Père Muller Ladersu. Cette carte ne signale nulle part les ethnies Hutu ou Tutsi. Deuxième document, c'est le document produit par l'archiviste belge Van der Hoed, qui a publié dans une édition de 1939 des documents relatifs à l'ancien Kivu de 1870 à 1918. Ces documents reprennent toutes les 16 tribus de l'ancien Kivu. Baoloolo, Balembe, Baande, Bagoma, Babwari, Babove, Babembe, Bavira, Bafuliro, Bashi, Bauvu, Baounde, Wanyanga, Bashu, Baswaga et Bahama. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas dans cette liste ni la tribu Tutsi, ni la tribu Hutu. Troisième document, c'est celui de Gaston Derinderen, professeur à l'Institut universitaire des territoires d'outre-mer. Il a publié l'Atlas du Congo belge et du Rwanda-Urundi. Cette carte a situé toutes les limites de toutes les ethnies du Congo belge. Là aussi,
les ethnies Tutsi et Hutu n'y figurent pas. Et quatrième document, c'est la même carte du professeur Gaston de Rinderen qui a été corrigée et publiée par le vice-gouverneur du Congo belge, Gaston Heinen. Cette carte ne reprend pas non plus les tribus Tutsi et Hutu. Alors, je demande alors à Moïse Nyarugabo et à Azarias Rubera de nous produire un seul document d'archives ou d'histoire où on a recensé les tribus Tutsi et Hutu au Congo avant ou pendant l'époque coloniale. Ma deuxième question, pourquoi vous réclamez-vous originaire du Congo, en même temps vous vous accrochez à la nationalité collective que vous avez octroyée l'ordonnance de 1992, initiée par votre frère Tutsi rwandais Barthélemy Bisengimana? Pourquoi cette ordonnance n'a-t-elle concerné que les seuls Banyarwanda et pas les autres ethnies du Congo qui étaient là depuis la création de l'État indépendant du Congo? Ma troisième question, vous prétendez que les Banyamulenge sont sur le territoire congolais avant 1885 et qu'ils parlent le Kinyamulenge. Pouvez-vous alors nous produire un seul document d'archives scientifique et administratif datant d'avant 1970 et dans lequel on peut lire le nom seulement Banyamulenge ou de la langue Kinyamulenge? Car nous savons, en ce qui nous concerne, et nous avons produit des preuves que ce néologisme de Banyamulenge a été inventé par Isaac Frédéric Gisaro Muhoza dans les années 1976. Ma quatrième question, vous prétendez être les originaires de Mulenge, dont vous portez le fameux néologisme de Banyamulenge. Or, Mulenge se situe au nord, à Uvira. Comment pouvez-vous alors expliquer que vous, les Banyamulenge, vous vous battez aujourd'hui pour réclamer la terre de Minembwe qui est située à plus de 100 km au sud à Fizi? Expliquez-le nous. Et je termine ma cinquième question en posant deux questions personnelles à M. Moïse Nyarugabo. Première question, croyez-vous qu'un Congolais d'origine peut fuir son pays pour aller au Rwanda avec les autres Rwandais, comme vous l'avez fait en juillet 1998, alors que la décision d'expulsion ne concernait que les ressortissants rwandais? Pourquoi n'êtes-vous pas resté aux côtés de Laurent Désiré Kabila pour défendre votre territoire national, y compris votre terre de Minembwe? Ma deuxième question, croyez-vous, M. Nyarugabo, qu'un citoyen congolais d'origine peut se livrer au pillage et au vol des archives stratégiques de l'État congolais comportant les secrets de défense et du territoire national au profit d'un État étranger, et cela sur ordre d'un président étranger? Une chose est certaine aujourd'hui, vous devez abandonner votre projet parce qu'il ne réussira plus jamais. Et vos menaces n'intimideront plus la jeunesse congolaise, désormais debout, pour défendre jusqu'au prix du sang la terre de ses ancêtres. Le glas a sonné pour votre occupation congolaise et le compte à rebours qui a commencé ne s'arrêtera pas avant la victoire. Ingeta.